Et bonjour à tous, un petit coucou aujourd'hui pour la loi de Kepler numéro 3. Donc avant de commencer cette démonstration, on va se plonger le 4 octobre 1957. Donc ce jour-là, les Russes ont lancé leur premier satellite, Sputnik. Donc il faut savoir que c'est un satellite qui a été lancé à 900 km d'altitude avec une petite masse de 83,6 kg. Donc nous, c'est juste pour l'introduction. On va donc dans quelques instants se retrouver pour la démonstration tant redoutée de la troisième loi de Kepler. Donc on va commencer par établir la force gravitationnelle, c'est-à-dire la force exercée par la Terre sur le satellite Sputnik. Donc on va la noter de manière vectorielle avec les vecteurs du repère de Frenet, n et t. Donc cette force gravitationnelle s'écrit de la manière suivante. On va prendre G, qui est la constante de gravitation universelle, qui vaut 6,67 10-11 USI. On va prendre la masse des deux corps qui sont en jeu, donc en l'occurrence ici la masse de la Terre et la masse du satellite, et on divisera par la distance qui sépare les centres d'inertie, à savoir dans mon exemple, le rayon de la Terre, plus h qui est l'attitude du satellite. Donc ici par exemple c'est 900 km. Ensuite c'est une phrase qui va être importante à mettre, c'est dire qu'on est dans un référentiel considéré comme galiléen. Vous pouvez éventuellement donner la nature du référentiel qui est ici géocentrique. Ce terme va changer, géocentrique c'est le centre de la Terre qui est l'origine, ça peut être héliocentrique quand c'est le centre du Soleil, et des fois on a des référentiels qui sont exotiques, comme le centre de Jupiter, le centre de la Lune, ou une planète exotique. On va avoir ensuite donc à appliquer cette seconde loi de Newton. Donc là c'est une phrase clé à mettre, dans un référentiel considéré comme galiléen, on applique la deuxième loi de Newton. Donc cette deuxième loi de Newton consiste bien sûr à faire que c'est la somme des forces est égale à ma, mais ici il n'y a que juste la force gravitationnelle qui est exercée, c'est la force que vous avez écrite plus haut. Et la seule chose qui va partir, c'est la masse ms, c'est-à-dire du satellite. Elle va partir des deux côtés, on va arriver à cette expression, donc sans la masse du satellite. C'est-à-dire qu'on ne retrouvera jamais dans l'expression d'accélération la masse du corps qui subit la force. Donc là, une toute première étape, c'est enlever la masse de part et d'autre. La difficulté consiste bien sûr à cibler ici, dans la seconde loi de Newton, la masse du corps qui subit la force. Ensuite, on va décomposer ce vecteur accélération donc selon le repère de Frenet. Donc ça à connaître par corps. Donc l'accélération, elle est décomposée en un vecteur tangentiel et un vecteur normal. Le tangentiel va s'écrire dv sur dt. On va revenir pourquoi c'est égal à 0. Et l'accélération normale, on va prendre ces deux expressions. Celle-ci qui découle de l'expression d'avant. Vous voyez qu'elle dépend uniquement de n. Et celle-là qui est à connaître par cœur, c'est la vitesse au carré divisée par le rayon de l'orbite. Alors pourquoi on peut affirmer que l'accélération tangentielle est égale à 0 ? C'est parce qu'on est dans une trajectoire circulaire, et donc on voit que toute la force Fts est concentrée sur le vecteur normal n. Ce qui veut dire que sur la composante tangentielle, il n'y a aucune force. Et du moment qu'on comprend ça, ça veut dire qu'on comprend que l'accélération est uniquement concentrée sur n, et si l'accélération est uniquement concentrée sur n, il n'y a pas d'accélération tangentielle. Ça va être une étape importante pour expliquer par la suite que comme le vecteur accélération a le même sens que Fts, ça impose forcément qu'il n'y a pas de composante tangentielle. Ça veut dire que l'accélération tangentielle vaut 0. Or, comme l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, on en déduit que la vitesse, donc la primitive, est une constante. C'est quelque chose de clé ici pour expliquer que le mouvement est uniforme. Donc là, pour expliquer, c'est plutôt sous forme de phrase. Une fois qu'on a fait ça, je dirais qu'on a fait le plus dur de la démonstration, puisqu'ensuite on va se contenter d'égaliser les deux expressions différentes de AN. Celle-ci qui est à connaître par cœur, et celle-ci qui découle justement de la deuxième loi de Newton et de la force gravitationnelle. Donc on va égaliser ces deux expressions de l'accélération. Une fois qu'on les a égalisées, on va tout simplement se rendre compte qu'on peut supprimer un RT plus H. Donc on en supprime un, et il vient naturellement cette expression de la vitesse. On peut ensuite éventuellement donner l'expression de la vitesse en racine carrée, mais je précise que c'est une étape optionnelle si l'objectif de l'exercice est uniquement on vous demande de démontrer la troisième loi de Kepler. On arrive donc là à une première étape clé, on a cette expression-là, qui va être importante pour la suite. Deuxième formule clé, ça va être la vitesse, l'expression de la vitesse. Donc la vitesse, elle est constante. Qu'est-ce que c'est une vitesse ? C'est le périmètre divisé par la période. La période, c'est le temps qu'il faut pour le satellite pour faire un tour complet autour de la Terre. Cette vitesse-là, il va être pertinent de la mettre au carré.
Donc en fait, tout passe au carré, le 2, le pi, le rt plus h et le t. Et ensuite, l'astuce, hein, c'est d'égaliser cette expression de la vitesse au carré avec celle-ci. Donc en égalisant, on obtient cette égalité-là. Et puis là, contrairement à ce qu'on croit, le rt plus h ne va pas se simplifier. Au contraire, ça va s'empirer. Puisque quand je vais passer ce rt plus h en dessous, il va passer au cube. Le t au carré qui est là, je vais le passer en haut. Et le g et le mt qui sont ici en haut vont passer en bas. Ce qui va me donner cette expression-là. Donc en fait, on a juste fait un switch. Hein. C'est-à-dire que le rt plus h est passé ici, le g et le mt est passé là, et le t au carré est passé ici. Il y a juste le 4pi carré finalement qui est resté au même endroit. Et c'est fini en fait. Voilà, c'est terminé, on a la troisième loi de Kepler. Pour rappel, hein, qu'est-ce que c'est la troisième loi de Kepler? Vous la prenez plutôt sous cette forme-là, à savoir que c'est t au carré divisé par a au cube, où a représente le demi-grand axe, c'est une constante. Or, ici, on est sur une trajectoire circulaire, et on va assimiler le demi-grand axe au rayon de l'orbite. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Je viens de finir la démonstration. Maintenant, on va passer à qu'est-ce qu'il faut apprendre pour réussir cette démonstration. Donc le premier point, c'est la formule vectorielle de la force gravitationnelle, je dis bien la formule vectorielle, donc avec les vecteurs, avec les bonnes lettres. Ensuite, il faudra appliquer correctement la deuxième loi de Newton. Donc cette deuxième loi de Newton, pour l'appliquer correctement, le piège principal est sur le m de ma. N'oubliez pas, le m, c'est l'objet, le corps qui subit la force. Donc c'est cette masse qui voit disparaître dans la suite de l'exercice. Il faut également que vous sachiez décomposer le vecteur accélération dans le repère de Frenette. Donc là, j'ai rappelé l'expression de base. Et là, je fais un petit rappel. Dans mon exemple, c'est rt plus h, mais des fois, on va avoir juste un r, où r représente le rayon de l'orbite. On a souvent un r, par exemple, quand on a une planète autour de son Soleil. Et enfin, vous devez connaître l'expression de la vitesse dans le cas d'un mouvement circulaire. Elle est assez facile à retenir, c'est tout simplement le périmètre sur grand T. Grand T, c'est la période, c'est le temps qu'il faut mettre pour faire un tour complet. On va finir par quelques conseils qui sont généraux, qui se valent pour toute démonstration. N'apprenez jamais, mais jamais une démonstration par cœur, il faut plutôt la comprendre et plutôt retenir les étapes. Et les formules, bien sûr, clés qui sont là-dessus. Ça, c'est à apprendre par cœur. Par contre, les formules, on n'a pas le choix. Ensuite, la démonstration est assez classique. On ne peut pas faire trop de variantes. Là, on va pouvoir vous embêter dans des énoncés. C'est plutôt sur les lettres. Donc, soyez très vigilants. C'est pour ça qu'il ne faut pas apprendre une démonstration par cœur. Parce que si vous l'apprenez par cœur et qu'on vous change les lettres, c'est fini pour vous. Donc là, on va avoir des variantes sur la lettre qui est utilisée pour la masse, le corps qui subit la force. Donc, on peut avoir un petit m, un ms, voire un grand m. J'ai vu ça dans des exercices. La masse du corps qui exerce la force. Là aussi, on peut changer les lettres. Les lettres des vecteurs unitaires, là aussi, ça peut changer. Je vous ai mis toute une série d'exemples. Le rayon de l'orbite. Alors là aussi, ça peut changer. On peut avoir petit r, grand R plus Z ou R plus H, ça veut dire la même chose. Hein. Z ou H représente l'altitude. Donc là aussi, soyez vigilants. Souvent, un schéma permet de bien voir quelle lettre est associée à tel corps. Et enfin, si à un moment donné, vous ne trouvez pas ce qui est prévu, dites-vous qu'il y a forcément une erreur quelque part. N'essayez pas de gruger pour arriver à la bonne formule. Il y a une erreur qui est dans une ligne d'avant. Cherchez-la plutôt de gruger, parce que dans ce cas-là, vous n'aurez rarement que très très peu de points. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo a été utile. Je vous dis à bientôt. Merci de votre attention.